Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette table ronde de l'Andis Île-de-France. Je vous propose que nous patientions juste quelques minutes parce que nous avons deux intervenants qui ne nous ont pas encore rejoints. Donc dès qu'ils arrivent, je reprends la parole, que je donnerai à Stéphane Rivaud, notre président, pour introduire cette matinée et même cette journée. Et ensuite, nous pourrons commencer. Je vous remercie toutes et tous à l'avance de bien vouloir couper vos micros, qui pourront bien sûr être réouverts par nos intervenants. Et si vous le souhaitez, je vous le recommande néanmoins de bien vouloir couper vos caméras également, en fonction des débits des uns et des autres. Souvent, ça améliore le flux et ça vous permettra de suivre la table ronde de manière plus efficace. Merci beaucoup, à tout de suite. Bah, je sais pas. J'entends rien. Bah, je sais pas, la nana, elle est pareil. Oui, Nadine. Hello. Donc, toutes et tous,
Bienvenue à celles et ceux qui étaient là avec nous et bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis 5 minutes. Donc, bienvenue pour cette régionale de Landis-Île-de-France. Je vais laisser la parole à Stéphane Rivaud, qui va introduire la journée de manière générale et surtout cette première table ronde ce matin sur la nouvelle gouvernance. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Depuis un an, en effet, on n'a pas eu énormément l'occasion de pouvoir se retrouver pour travailler. Bon, certes, cette journée est en visioconférence, mais il nous a semblé très important de la maintenir et surtout de l'organiser pour renouer du lien avec vous. Donc depuis un an, en effet, aucune organisation physique ou visio. Néanmoins, Landis a été très active sur le plan national, notamment aux côtés du ministère pour gérer la crise sanitaire sur le plan sportif, notamment. Et puis pour répondre aux différentes auditions auxquelles nous avons été conviés par le Sénat ou par l'inspection générale du ministère des Sports. Les journées d'études nationales, qui sont un rendez-vous important pour Landis, comme vous le savez, tous les ans, donc ont bien sûr été annulées cette année. Elles devaient se dérouler à Saint-Brieuc. Et Landis a décidé d'organiser et de décliner plutôt ces journées d'études nationales sur le plan régional. L'Île-de-France ouvrant le bal aujourd'hui de ces journées. Nous allons vous proposer donc aujourd'hui 2 tables rondes, dont la première ce matin sur la nouvelle gouvernance du sport. Gouvernance partagée, déclinée de l'Agence nationale du sport vers les régions, à travers bien sûr les conférences régionales du sport qui sont mises en place aujourd'hui, et il n'en reste que 2 qui attendent encore cette mise en place, c'est l'Île-de-France et l'Occitanie. Et puis cette année, cet après-midi, les centres de préparation aux Jeux Olympiques qui vont intéresser particulièrement les collectivités déjà retenues, mais aussi celles qui hésitent encore à s'inscrire dans cette dynamique. Enfin, je voudrais remercier l'ANS pour son accueil ce matin et particulièrement son directeur, Frédéric Sanor. Et puis les personnes qui ont travaillé pour organiser ces tables rondes, ce qui n'est pas une chose facile en visio. Anne Ischio, Camille Lechien, Luc Puissey et Dominique Charrier, qui seront aussi vos interlocuteurs tout à l'heure. Et enfin, l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance depuis un an, malgré cette crise. Je laisse la parole à Anne-Lise, qui va diriger ces journées avec brio, je le sais. Essayez en tout cas. Donc de nouveau, bienvenue à toutes et à tous, donc à nos participants, principalement à nos adhérents en 10, qui nous fait plaisir de retrouver, puisqu'effectivement ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Donc bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup également à nos partenaires d'être avec nous aujourd'hui. Encore une fois, ce format visio n'est pas idéal, mais on vous remercie encore d'être à nos côtés et de vous adapter avec nous, en tout cas, à ces contraintes sanitaires. Cette première donc régionale de Landis, elle est organisée en partenariat avec le CNFPT, que je remercie de nous accompagner également, c'était important, sous ce format-là. Et avec, sous ce nouveau format, la possibilité, l'espoir en tout cas, que l'année prochaine, nous puissions nous retrouver aux Journées d'études nationales à Saint-Brieuc, comme c'était prévu cette année. Mais bon, voilà, c'est un petit peu reporté. Donc, on croise les doigts pour pouvoir aborder l'année prochaine plus sereinement et de manière plus conviviale. Donc aujourd'hui en 2 temps, ce matin table ronde sur la nouvelle gouvernance. Nous aurons 7 intervenants ce matin, qui sont nos grands témoins finalement, et qui vont chacun représenter chacun des 4 collèges qui siègent dans cette nouvelle gouvernance, et Frédéric Sanor, le directeur général de l'Agence nationale du sport, qui recontextualisera cette nouvelle gouvernance, son histoire, et où nous en sommes aujourd'hui, notamment dans la déclinaison territoriale. L'objectif ce matin était de nous donner un petit peu de hauteur
par rapport aux journées d'études régionales que nous avons l'habitude d'organiser, puisque comme l'a dit Stéphane, la conférence régionale du sport en Île-de-France n'est pas encore installée, les travaux sont en cours, et l'idée était de vous proposer de partager ensemble la manière et les points de vue dont la nouvelle gouvernance se met en place dans les territoires et auprès des différents acteurs. Et c'est leur témoignage finalement qui nous sera intéressant pour nous aider à prendre un petit peu de recul, un peu d'expérience aussi de ce que font les uns et les autres, pour espérer en tout cas que l'Andis puisse participer et contribuer au mieux au niveau francilien à la conférence régionale du sport et à la déclinaison territoriale donc, de cette nouvelle gouvernance. Pour m'accompagner dans l'animation de cette table ronde ce matin, mais également cet après-midi, Dominique Charrier, que vous connaissez bien, maître de conférence à Paris-Sud, Paris-Saclay, pardon, maintenant. Dominique aura la mission délicate de suivre toutes vos questions et vos remarques sur le chat, donc n'hésitez pas à en faire. Et c'est lui qui synthétisera toutes vos questions et vos remarques pour intervenir au fil de l'eau et en fonction des sujets qui seront abordés pour que vous puissiez également être acteur et participer à cette table ronde. Une autre manière de vous proposer de participer, durant la table ronde ce matin, sans doute à peu près à mi-parcours, nous vous proposerons un sondage voilà, pour que vous puissiez un petit peu nous faire un retour de la manière dont vous vivez cette nouvelle gouvernance, chacun à votre niveau. Voilà, donc l'objectif, au-delà de vous apporter cet éclairage et ces informations concrètes de la nouvelle gouvernance, on avait pour objectif de partager avec vous, bien sûr, un moment convivial, même si c'est reposé, mais qui soit néanmoins pour vous constructif, instructif, un peu rythmé aussi, on va essayer, sous ce format visio, et surtout utile pour nous permettre d'être, comme on en a l'habitude, plus performants ensemble. Voilà. Donc avant de commencer, je vais vous redemander, s'il vous plaît, de bien vouloir couper micro et caméra. Et je vais laisser la parole à nos intervenants pour une première présentation rapide, 2 minutes maximum, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et ensuite, on attaquera la table ronde avec les premières questions. Merci beaucoup. Frédéric, oui, si tu veux commencer. Oui. Bonjour à toutes et à tous, Frédéric Sanor, je suis le directeur général de l'agence et je suis très heureux d'être avec vous. Alors pour une partie, toute petite partie en physique dans les locaux de l'agence et puis pour une grande partie d'entre vous en visio et bien entendu au-delà de l'Andis Île-de-France, on est aussi très heureux depuis quelques semaines, quelques mois maintenant de pouvoir accueillir le siège de l'Andis national à Ivry-sur-Seine dans nos locaux pour là aussi pouvoir mieux travailler et interagir ensemble. Merci Frédéric. Je passe la parole, je distribue, hein, ce sera plus simple, à Thierry Péridi. Bonjour à tous, donc Thierry Péridi, voilà, Dragès, nouveau délégué régional académique en Pays de la Loire. Thierry, on ne vous entend pas si vous êtes avec nous. Ah. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, c'est bon. Oui, pardon, Thierry Péridi, donc bonjour à tous, très heureux également d'être avec vous pour témoigner d'une modalité de mise en œuvre dans une région, petite région, avec un passé, je le développerai tout à l'heure, de collaboration. Et comment on essaie au mieux de décliner cette gouvernance dans notre territoire. Magali Andrier, si vous nous entendez, je vous laisse la parole pour vous présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Magali Andrier, je suis directrice générale et directrice technique nationale de la Fédération sportive des ASPTT, donc une fédération multisport ancienne, puisqu'elle a 122 ans, mais nouvelle dans le sens où elle a été reconnue par le ministère des Sports et par le Comité national olympique que depuis 2005. Et donc, ce qui nous oblige à nous faire connaître auprès des instances gouvernementales et institutionnelles. Et donc, j'aurai l'occasion aussi de le détailler. Merci
Merci Magali. Je passe la parole à Virgile Caillet, puis à Carole Marcoux. Bonjour Anne-Lise, bonjour à toutes et à tous. Virgile Caillet, je suis le délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui est un syndicat professionnel qui représente le secteur marchand du sport. C'est plus de 1500 entreprises qui sont adhérentes à ce syndicat professionnel et notamment un certain nombre d'entreprises qui travaillent beaucoup avec la commande publique et qui sont d'ailleurs partenaires de l'Andis. Et ça me permet de faire le lien avec Carole Marcoux de ProUrba. Donc, tu enlèves ton micro. Oups, oui, voilà, tu as été trop rapide. Oui, bonjour, Carole Marcoux, société ProUrba, concepteur, créateur et ménageur effectivement d'espaces de loisirs et d'espaces sportifs. Également administrative de l'Union Sport et Cycle et coprésidente de l'ALS, aménagement loisirs et sportifs au sein de l'Union. Voilà, donc effectivement, je pourrais parler de notre activité, de nos métiers en tant qu'acteur économique et d'ailleurs représentante du monde économique sur les conférences régionales du sport sur Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Carole. Et je passe la parole à nos partenaires de l'Andes qui nous accompagnent également au cours de cette journée, Pierre Rabadan et Vincent Saulnier. Donc Vincent Saulnier, donc Andes, je suis élu local en Mayenne puisque je suis maire délégué de Château-Gontier, une commune de 18 000 habitants, et puis je suis également conseiller départemental. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, au titre du département, que je siège à la conférence régionale du sport des Pays de la Loire, en partenariat avec Monsieur Péridi. Voilà, donc l'Andes est mobilisé depuis de nombreuses années, vous le savez, sur les enjeux du sport dans les territoires. Et évidemment, nous sommes très intéressés par les enjeux de gouvernance de celle-ci. Voilà. Alors, est-ce que Pierre Rabadan est avec nous? Non, je ne pense pas. Sinon, je lui laisserai la parole juste après. Alors, juste avant de débuter, de laisser la parole à Frédéric Sanor pour recontextualiser la nouvelle gouvernance, je laisse la parole à Dominique Charrier pour une première intervention. Bonjour à toutes et à tous. Inutile de vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous. Le rôle que j'ai donc aujourd'hui, c'est de relayer les questions. Alors, je les poserai certainement pas toutes, mais j'essaierai de regrouper. Et justement, avant l'intervention de Frédéric Sanor, il y a une première question d'un collègue qui est à La Réunion et qui dit « Nous n'en sommes qu'au début de cette nouvelle gouvernance avec des incompréhensions ». Ben voilà, c'est une façon de lancer effectivement le débat. Merci beaucoup Dominique. Eh bien, écoutez, on va laisser la parole à Frédéric, qui, je n'ai aucun doute, nous éclairera sur cette ou ces incompréhensions. Merci Frédéric. Merci Anne-Lise et merci Dominique pour ce relais de questions. Je sais toujours que quand on partage avec l'Andis, il y a nécessité de clarifier les choses et on le sait. On est effectivement au début d'un travail à plus moyen et long terme qui, j'en suis sûr, avec l'investissement de tous, fera sens avec le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. On a tous en tête des résultats imminents. Et j'ai encore pu lire ce matin un rapport parlementaire sur la nouvelle gouvernance territoriale. Mais effectivement, il faut lui laisser le temps de s'installer. Et je rappelle, et après je recontextualiserai plus globalement, que le décret sur ces conférences est paru à la fin du mois d'octobre 2020. Dans une période de contexte sanitaire compliqué, qu'aujourd'hui, à peine 6 mois après, on a installé 9 conférences régionales du sport collectivement, que les 3 qui suivent en Normandie, Occitanie et Île-de-France devraient s'installer d'ici la fin du mois de mai.
Et donc, je pense que voilà, c'est une première étape importante et il faut qu'on en ouvre une deuxième qui est tout aussi importante. C'est à la fois l'installation de ces conférences dans les territoires outre-mer, et j'y reviendrai spécifiquement suite à la question du collègue sur la Réunion, mais aussi au-delà des installations très formelles de ces premières conférences, le travail de fond de diagnostic sportif territorial, de projets sportifs et de vision stratégique sur 5 ans, et ensuite d'installation des conférences des financeurs. Je vais y revenir plus globalement, mais voilà, on n'est qu'au début d'un système qui s'engage et pour lequel voilà, on est tous très ambitieux, mais on a aussi besoin de l'engagement de tout le monde pour que réellement il y ait du contenu, du fond, au-delà de la forme sur laquelle on a pu un peu avancer. Alors, plus globalement, alors cette nouvelle gouvernance, c'est vrai que c'est toujours un terme un peu compliqué parce que les acteurs du sport dans les territoires, dans le mouvement sportif, les représentants de l'État se sont toujours finalement sentis faire partie de la gouvernance du sport. Et c'est une très bonne chose. Ce qui donne cette dimension de nouvelle gouvernance, au-delà du terme un peu plus marketing, c'est effectivement d'y avoir associé de manière plus officielle, plus formelle, le monde économique. Et je suis persuadé que Virgile Caillé nous en dira ce qu'il en pense tout à l'heure. Et puis d'avoir effectivement installé au niveau national une répartition et une reconnaissance du rôle de l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est effectivement le sens de cette nouvelle gouvernance, avec des droits de vote équilibrés entre les représentants de l'État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et du monde économique dans une mesure un peu moindre, mais néanmoins bien présente. Donc c'est en ce sens que la gouvernance est nouvelle. Pour le reste, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a des nouveaux acteurs du sport. Ils étaient déjà bel et bien là, mais l'ambition, c'est bien qu'on soit encore plus présent autour de la table et qu'on construise ensemble les projets. Alors sur l'agence en tant que telle, on arrive dans moins d'une semaine maintenant à notre deuxième anniversaire, puisqu'elle a, non, dans plus d'une semaine, pardon, puisqu'elle a été créée le 24 avril 2019. Depuis, on a avancé, on a effectivement fait fonctionner cette gouvernance partagée, et ce terme-là me convient beaucoup mieux. Et cette gouvernance partagée, elle décide. Elle travaille, elle construit des projets et elle ne fait pas qu'entériner des délibérations dans nos conseils d'administration. Alors, en l'espace de 2 ans, on a eu 9 conseils d'administration, plus de 250 décisions qui ont effectivement été, pour une grande majorité d'entre elles, prises à l'unanimité de nos administratrices et administrateurs. Et pour d'autres qui ont généré des débats, mais qui ont permis de trouver des consensus pour continuer à fonctionner, continuer à avancer. Et nos modes de fonctionnement au quotidien, c'est à la fois un travail sur la définition de notre politique sportive et bien sûr des dispositifs qui en découlent, et un travail concerté avec l'ensemble des membres de la gouvernance, mais c'est aussi une décision, une analyse autour des dossiers qui sont financés, des projets qui sont retenus. Ça vaut pour le niveau national, ça valait déjà en partie pour les sujets et les dossiers territoriaux, et c'est bien l'ambition de cette déclinaison territoriale que d'installer des instances de gouvernance partagées dans les territoires qui associent les représentants des 4 collèges, avec peut-être une particularité ou un complément qui a été apporté au niveau territorial pour le 4e collège, qui est un collège du monde économique et social, puisque les représentants syndicaux siègent également au sein de ce 4e collège, de manière peut-être un peu plus précise ou complémentaire à ce qui a pu être fait au niveau national. Donc, pour revenir sur notre composition, on a effectivement 12 membres fondateurs, l'État, bien entendu, représenté par le ministre Blanquer et la ministre Maracineanu, le mouvement sportif, comité olympique, comité paralympique, les collectivités territoriales et l'ensemble des réseaux de collectivités. Alors, au-delà de l'ensemble, c'est peut-être un mot trop large, mais en tout cas l'ensemble des niveaux de collectivités, les régions, les départements, métropole, agglo et mairie. Et enfin, le monde économique à travers le MEDEF, la CPME, l'UDP, le Cosmos et bien entendu l'Union Sport et Cycle, Union en majuscule,
tiens à le préciser, sinon Virgile va me reprendre de voler. Voilà, en tout cas, on a installé ce fonctionnement. Moi, ce que je peux en témoigner, je suis peut-être pas le plus objectif, mais c'est qu'on arrive quand même à fonctionner au quotidien avec une représentation d'administratrices et d'administrateurs qui peuvent aussi exprimer leur point de vue et leurs propositions dans des commissions thématiques, aussi bien sur l'emploi, les équipements, le haut niveau, le développement économique ou d'autres sujets. Donc ça, c'est aussi comme ça qu'on crée l'animation de cette gouvernance partagée. Et puis ensuite, bien entendu, un débat dans nos instances conseil d'administration, assemblée générale. Pour en venir assez vite sur la question de la déclinaison territoriale, alors bien sûr, on a aujourd'hui deux approches. Une approche de gouvernance et puis une approche plus métier, sur lequel, là aussi, on travaille de manière importante. Je vais peut-être commencer par l'approche métier. Anis, tu me dis combien de temps il me reste. La première, c'est sur le haut niveau et la haute performance. Vous savez qu'il y a eu un transfert du sport de haut niveau des directions régionales vers les CREPS ou organismes publics équivalents. Et notre objectif, c'est bien de décliner la stratégie nationale qu'on a appelée Ambition Bleue, qui est bien entendu disponible sur notre site. N'hésitez pas à aller la regarder, la parcourir et puis même nous en faire part de vos retours et de votre analyse sur le sujet. Et l'objectif, c'est de décliner cette stratégie Ambition Bleue dans les territoires. Et donc, dans chaque CREPS, on est en train de recruter des managers territoriaux de la haute performance et des conseillers au niveau haute performance pour créer vraiment une cellule qui fera pleinement partie de la gouvernance du CREPS, bien entendu, mais avec laquelle on aura des interactions peut-être plus directes pour déployer et décliner la stratégie Ambition Bleue dans les territoires. L'idée, c'est vraiment d'avoir le CREPS comme centre névralgique du sport de haut niveau, mais aussi pour les sportifs de haut niveau, avec un certain nombre de réponses et de services, aussi bien sur le suivi socio-professionnel, l'optimisation de la performance sportive, que sur la question de l'utilisation des datas, la recherche, le médical ou encore la dimension paralympique. Et puis, la réforme OTE, qui a vu donc, j'ai aucun doute que Thierry Péridy y reviendra, le basculement, on va dire, des directions régionales jeunesse et sport vers les DRAGES, et donc cette nécessité aussi aujourd'hui de construire le déploiement des politiques publiques et notamment en matière de développement des pratiques sportives pour ce qui concerne l'agence, en lien avec les DRAGES, qui sont les délégués territoriaux de l'agence, avec les préfets de région, et donc sur lesquels, bien entendu, le déploiement des dispositifs et des actions de l'agence s'appuie, notamment pour ce qui concerne les politiques d'équipement, les politiques d'emploi, ou encore les différents appels à projets à dimension plus sociale qui sont déployés par les DRAGES et l'Agence nationale du sport. Ça, c'est pour les versants qui nous concernent et peut-être qui nous intéressent peut-être plus que tout le reste concernant les actions de terrain. Et puis, au niveau de la gouvernance, bien sûr, les conférences régionales du sport qui s'installent progressivement, comme je le disais, avec un premier axe assez formel, puisqu'il faut installer la conférence autour de la préfète ou du préfet de région, désigner et élire les présidentes, les présidents, vice-présidents, voire personnalités qualifiées et voter le règlement intérieur qui permettra de régir l'organisation de ces conférences et puis ensuite d'engager les travaux thématiques de fond sur les diagnostics sportifs territoriaux et permettant d'écrire collectivement le projet sportif du territoire pour les 5 prochaines années. Donc l'idée, c'est bien celle-ci, d'engager ces travaux dans le courant du premier semestre. On y est. Et on a bien avancé sur ce sujet-là. L'idée maintenant, c'est effectivement de pouvoir installer ces conférences dans chaque territoire en France et puis ensuite de travailler sur le fond et d'utiliser les attentes, les besoins, les spécificités de chaque territoire pour réussir à mieux organiser et on va dire orienter les décisions nationales et le fléchage des crédits. Un dernier point peut-être là-dessus, c'est que
On l'avait dit à la création de l'agence, l'objectif c'était de territorialiser davantage de budget, de crédits. C'est ce qu'on est en train de faire. Je prends l'exemple des équipements sportifs. L'année dernière, on avait territorialisé 8 millions d'euros. Cette année, ce sera 60 millions d'euros qui seront territorialisés et qui seront directement en pilotage de la gouvernance territoriale du sport, bien sûr sous l'égide administrative de nos délégués territoriaux, donc des préfets de région et des DRAGES. Mais l'idée, c'est bien celle-ci, c'est de créer des instances qui auront les leviers de décision et de mise en œuvre du projet sportif territorial et aussi d'un tour de table cohérent entre les crédits de l'Agence nationale du sport et bien sûr les crédits que vous et vos élus pouvez mobiliser au quotidien dans le développement des actions sportives. Voilà, alors peut-être juste un mot pour répondre à la réunion. On a effectivement aujourd'hui un décret qui spécifie le cadre de déploiement de ces conférences régionales. C'est le cas pour l'ensemble des territoires régionaux. Il y a effectivement des particularités sur certains territoires puisqu'il ne peut y avoir, comme c'est le cas pour la Réunion et pour d'autres territoires ultramarins, qu'un seul département. Et donc la représentation entre les élus régionaux et les élus départementaux peut apparaître comme déséquilibré. Donc c'est un point sur lequel on est en train de travailler pour voir quelles pourraient être effectivement les expérimentations ou les aménagements qui pourraient être faits. Le décret ouvre des portes. Il ouvre peut-être pas suffisamment de portes, donc c'est des points que on doit explorer. Aujourd'hui, voilà, il y a un décret qui a été pris en Conseil d'État et pour lequel aujourd'hui on doit appliquer ce décret. Donc, lorsqu'il y a des difficultés locales, on les regarde et puis on va travailler à ces logiques d'expérimentation. C'est le sens aussi des travaux de préfiguration qu'on doit mener en la matière pour voir de quelle manière on peut adapter l'organisation en fonction du décret et surtout des réalités territoriales. Donc, voilà, ça nécessite encore d'approfondir le sujet pour bien installer toutes les conférences sur l'ensemble du territoire. Mais j'espère néanmoins qu'on ne perdra pas trop de temps sur les questions de gouvernance pour travailler sur les questions de fond, parce que l'ensemble des territoires ont besoin de mieux travailler, mettre en cohérence leur politique sportive, les inscrire en complémentarité et qu'on puisse, nous aussi au niveau de l'agence, déléguer des crédits qui puissent être utilisés de la manière la plus pertinente possible sur les territoires et en direction des associations, des collectivités qui les composent. Voilà, je m'arrête là. Merci Frédéric. C'est effectivement important de pouvoir avoir cette présentation complète, cette vue d'ensemble de la nouvelle gouvernance à la fois au niveau national et au niveau local. Frédéric l'a dit, une des grandes nouveautés de cette nouvelle gouvernance, c'est la présence dorénavant autour de la table des acteurs du monde économique. On laissera la parole à Virgile Caillé et Carole Marcoux dans quelques minutes. Juste avant ça, je vais la donner à Thierry Péridi pour qu'il puisse concrètement nous dire de quelle manière ça se met en place dans les Pays de la Loire, puisque c'est finalement ça aussi qui nous intéresse. Et avant de laisser la parole à Thierry, non, c'est bon. Thierry, c'est à vous alors. Merci, merci. Et rebonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis la présentation liminaire. Oui, un témoignage de terrain comme... On ne vous entend pas, Thierry. Si, mais c'est pour mettre du son. Vous m'entendez là? Oui, je peux pas faire mieux. Si, c'est bon? Ouais. Oui, c'est bon, Thierry. Bon, pardon. Oui, donc un témoignage de terrain dans une région qui a installé sa conférence le 27 janvier dernier pour peut-être être en écho à ce que Frédéric Sanor et à ce que les uns et les autres évoquaient auparavant sur la question du temps. Je pense qu'effectivement, la gouvernance partagée, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Et nous avons eu peut-être effectivement dans notre région, mais comme dans d'autres, hein, c'est un simple témoignage, une histoire qui a sans doute favorisé cette implication et cette mise en place, puisque dans la région des Pays de la Loire, préexistait à la conférence régionale du sport, vous le savez sans doute, en tout cas pour nous, ça a été un socle important de concertation depuis 2006,
une conférence régionale consultative du sport qui rassemblait peu ou prou tous les acteurs aujourd'hui associés au niveau territorial dans la gouvernance. Donc il y a eu cette culture de partage, cette culture de travailler sur des réalisations concrètes. Je pense en 2006 par exemple à l'élaboration d'un schéma régional du sport. Je pense en 2009 à la réalisation d'un schéma du sport de haut niveau dans la région. Je pense également à une expérimentation que l'on avait conduite en liaison étroite avec le mouvement sportif et les collectivités locales de proximité autour du développement des pratiques dans des territoires entre guillemets carencés en région des Pays de la Loire, tout ça sur 2 ans, entre 2006 et 2007. Je pense également à la culture que nous avions de conventionnement pluriannuel avec le mouvement sportif entre la région et l'État. Nous avions organisé des tables rondes qui étaient ouvertes à tout le mouvement sportif régional, départemental, en liaison avec la région, pour accompagner le développement des pratiques. Alors, c'était avant la mise en place des PSF, mais en tout cas, il y avait déjà cette logique d'accompagnement au plus près des besoins des territoires. Et puis, je pense également à l'ouverture que nous avions eue depuis 3 ans au secteur économique dans l'ancienne commission territoriale CNDS. Alors, c'était à titre d'expertise, bien évidemment, mais ça nous a semblé important d'anticiper ce qui est aujourd'hui la gouvernance du sport telle qu'elle s'est installée. Donc, sur 2020, on a une préfiguration, j'allais dire, assez sereine, même si elle a pris du temps et malgré le contexte Covid, bien évidemment, avec la participation de l'agence et de la ministre à une dernière conférence consultative en fin d'année 2019, aux travaux d'anticipation sur l'année 2020, un séminaire qu'on a organisé avec tous les acteurs en septembre dernier pour se projeter sur la vision des futurs collèges, sur ce que pourrait être le fonctionnement des conférences, les modalités de mise en place des conférences, notamment des financeurs. On y reviendra tout à l'heure sur quelques cas concrets, tels qu'on a pu les initier. Ce qui fait que, voilà, on a aujourd'hui, on est le 15 avril, on a tenu 2 conférences, une conférence d'installation, la présidence étant prise par le premier vice-président du conseil régional, les 2 vice-présidences par un représentant du CROSS, la présidente du CROSS, et par un représentant du secteur économique. Une deuxième conférence qui s'est tenue le 15 mars dernier, où nous avons balayé ensemble le déploiement des orientations de l'agence sur l'année 2021. Nous allons bientôt installer ce qu'on a souhaité comme étant une instance de transition. Je pense que Vincent Saunier reviendra peut-être aussi tout à l'heure, puisqu'il en sera le président, une conférence technique et financière qui va préfigurer ce que sera sans doute en 2022. On aura le temps d'en reparler, la future conférence des financeurs, mais dans un double souci, souci de gouvernance partagée encore une fois avec tous les acteurs, souci de pragmatisme également par rapport aux enjeux qui sont ceux du territoire dans la période que nous connaissons de crise Covid et surtout de sortie de crise. Je pense qu'on a vraiment une obligation de réussir l'accompagnement du développement des pratiques au niveau territorial avec tous les acteurs du sport. Et c'est dans ce cadre-là que l'on se situe et que l'on va bientôt enclencher dès la semaine prochaine les travaux du PST avec un choix d'un prestataire qui va nous accompagner là encore pour définir les grandes orientations de la région sur ce futur projet sportif de territoire. Donc, une culture de partenariat, une culture de travail, on va dire, depuis longtemps, et une volonté, je crois, de respecter la place des uns et des autres. Je pense que c'est ce qui est un des éléments clés, sans doute, de la réussite. Et puis, d'appliquer au mieux, je donnerai peut-être quelques exemples tout à l'heure dans un deuxième temps de l'intervention, mais pour bien montrer qu'effectivement, ce que l'on souhaite initier doit s'appuyer sur l'expertise des uns et des autres dans chaque département et au plus près des territoires pour réussir demain à mieux agir en complémentarité des financements sur les différents projets qui sont aujourd'hui nécessaires pour le développement des pratiques dans les territoires. Donc voilà un peu brièvement la façon dont on a basculé. Ça peut paraître simple, ça n'est pas tant que ça, d'un schéma antérieur où nous étions direction régionale et à la manœuvre, et dans un nouveau schéma où nous sommes sous l'autorité des recteurs et sous l'autorité fonctionnaire des délégués territoriaux de l'agence que sont les préfets, et dans cette volonté d'assurer cette continuité dans l'accompagnement des pratiques dans la région. Merci beaucoup Thierry.
Oui, alors comme vous avez la gentillesse d'être avec nous ce matin, je vous en remercie encore et que surtout vous devrez nous quitter avant 11 heures, je vous propose de vous laisser la parole pour que vous puissiez là aussi concrètement nous dire comment des dossiers de demande de subvention vont être traités cette année dans le cadre de la nouvelle gouvernance, avec un exemple voilà, qui peut être sur les équipements ou sur l'emploi. Je vous laisse nous dire de quelle manière en Pays de la Loire, en tout cas avec la mise en place de la nouvelle gouvernance, vous allez pouvoir travailler sur ces dossiers de demande de subvention. Merci. Je monopolise la parole, mais après, malheureusement, comme vous l'avez dit, Anne-Lise, je suis obligé de vous quitter. Donc, deux exemples qui sont, Frédéric Sanor évoquait les trois piliers de l'intervention au niveau territorial de la nouvelle gouvernance autour de l'emploi, autour de l'équipement, et puis peut-être aussi, et sans doute, c'est pour ça que je vais choisir plutôt ce deuxième exemple, autour de la déclinaison du Fonds de solidarité territoriale. Il est particulièrement attendu aujourd'hui, évidemment, et en 2021 et sans doute en 2022. Donc, c'est un peu les deux volets, emploi et Fonds territorial de solidarité que j'évoquerai. Donc, sur l'emploi, nous avons vraiment souhaité associer l'ensemble des acteurs à l'identification des besoins. Donc, nous allons recueillir l'avis des 4 acteurs qui représentent les 4 collèges de la gouvernance du sport. Évidemment, l'avis des services déconcentrés dans chaque département, puisque c'est au plus près des territoires que l'on doit identifier les besoins en matière de création d'emplois et donc d'accompagnement des acteurs. Donc, ce sont les services départementaux sous l'autorité maintenant des DAZEN qui, en animation de la DRAGES, vont travailler avec les équipes de la DRAGES sur l'identification et la relation aux associations. La place du mouvement sportif, elle est évidemment très importante, elle l'est depuis de nombreuses années, mais je voudrais souligner pour moi l'importance d'avoir cet appui et de recueillir l'expertise des fédérations à double niveau. Nous avons systématiquement sur chaque demande de création d'emploi un avis de la Ligue qui sera mis en écho de l'avis de la fédération, avec les référents de chaque fédération qui suivent les questions d'emploi. Ça me paraît vraiment essentiel que d'avoir cette lecture évidemment du secteur fédéral. Et puis la troisième lecture que l'on va demander, c'est celle des collectivités territoriales en proximité. Donc en fonction du niveau du projet qui sera proposé, associations de proximité, départements ou ligues, les EPCI ou les collectivités, les conseils départementaux et le conseil régional pour les ligues seront évidemment associés dans l'avis sur l'opportunité, l'intérêt du projet, et le souhait évidemment, c'est les capacités potentielles de cofinancement sur les emplois, puisqu'on le sait tous, un des enjeux de la pérennisation de ces emplois, c'est d'avoir des cofinancements qui permettent de dépasser ces 2 ou 3 ans en saluant la novation cette année de pouvoir avoir une aide pluriannuelle plus longue que les années précédentes. Je crois que ça permettra aussi d'ancrer les projets sur la durée en sortie de crise. Et puis, quatrième expertise qui sera sollicitée dans une commission technique emploi, c'est le regard du secteur économique, donc pour que vraiment les 4 acteurs, dès cette année, puissent nous donner leur expertise et choisir les meilleurs projets. Je ne sais pas si 2021 sera à l'aune des années précédentes, mais dans cette région, on a toujours eu un choix difficile à faire, avec un nombre de projets de demande de création d'emplois déposés supérieur aux enveloppes dont nous bénéficions. Donc, on verra dans quelques semaines s'il en est de même. En tout cas, on se met en situation pour aider à l'accompagnement des projets pour la rentrée sportive. Et puis, deuxième exemple, qui est, je crois, encore tout aussi parlant, c'est comment nous allons utiliser le Fonds territorial de solidarité en 2021. Là encore, on va intervenir à plusieurs titres. Donc, nous, côté État, nous avons choisi d'intervenir plutôt sur les recommandations d'ailleurs de l'agence pour accompagner les projets des associations, notamment des petites associations non employeuses. La région ayant choisi à travers son fonds d'urgence et son fonds d'intervention d'aider les associations employeurs, donc cette complémentarité, donc cette gestion commune des projets doit nous permettre d'embrasser et d'accompagner le maximum d'associations au titre du Fonds territorial de solidarité. On invitera évidemment les collectivités locales de proximité qui sont au sein de la nouvelle gouvernance et de la conférence régionale du sport. Donc ça, c'est la nouveauté 2021 par rapport à ce que l'on faisait dans le passé. C'est de solliciter également au titre de l'intervention les cofinancements, en tout cas l'articulation entre les financements, parce qu'on le sait, les collectivités, les EPCI, les départements et les régions ont tous un fonds de soutien
aux associations. Donc, on essaiera au mieux d'articuler ces cofinancements. Et pour pouvoir les articuler, on a fait le choix de demander dans chaque département aux acteurs de terrain d'identifier, je pense que ça c'est la deuxième entrée un peu originalité, c'est pas au niveau territorial, au niveau de la région qu'on doit identifier les associations qui sont en difficulté, donc dans chaque département, on a créé une mini-cellule, Vincent Saunier en fait partie dans son département, avec les services de l'État, avec le CDOS, avec les conseils départementaux, qui devront, à partir de leurs connaissances départementales, voire infradépartementales, donc ça supposera aussi des liens avec les collectivités de proximité, d'identifier quelles sont les associations qui pourront nous déposer des projets, donc une primo-instruction, une primo-identification au niveau de chaque département, et puis ce que j'évoquais tout à l'heure, la nouvelle commission technique financière, qui est un peu la préfiguration de ce que pourra être demain une conférence des financeurs, donc dans un souci encore une fois de représentation des 4 collèges, de pragmatisme et d'efficacité, nous aurons à instruire fin mai, début juin, l'ensemble des projets, tant sur la logique de l'emploi que sur la logique du Fonds territorial de solidarité. Ça sera une première clause d'analyse des dossiers. Et puis évidemment, sur le Fonds de solidarité, on se laisse un peu de souplesse forcément jusqu'en septembre pour accompagner sans doute de nouveaux projets en fonction des projets qui pourront arriver des différents territoires. Donc voilà un peu rapidement sur ces 2 volets. On va le faire également en termes de sollicitation sur l'équipement. Mais comme vous le savez, on a eu notamment au niveau du plan de relance des contraintes de calendrier un petit peu différentes qui nous amènent à gérer au mieux ces différentes enveloppes, mais peut-être retenir le fait qu'effectivement les enveloppes territoriales sur l'équipement sont plus importantes qu'avant et qu'on espère tous, en tout cas, je crois que c'est une volonté aussi des préfets et des collectivités locales, que ces enveloppes territoriales grandissent dans le temps pour être au plus près des besoins en matière de création d'équipements, de rénovation d'équipements. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation à la fois très complète, très claire, très concrète aussi, et le constat qu'on peut faire surtout de l'adaptabilité finalement de cette nouvelle gouvernance au contexte sanitaire actuel, c'est-à-dire que on peut tous à la fois reconnaître et se féliciter de la prise en compte de ces difficultés sanitaires, à la fois dans le soutien aux principaux bénéficiaires, mais également dans la manière de formaliser ce soutien, c'est-à-dire avec finalement une certaine souplesse entre les dispositions prévues par le décret du 20 octobre 2020 et la réalité de sa mise en œuvre aujourd'hui en 2021, encore une fois dans un contexte très contraint. Donc merci beaucoup Thierry pour ces précisions très claires et grand merci encore d'avoir pu être avec nous ce matin. On va vous laisser voguer vers d'autres occasions et ces considérations particulièrement prégnantes de contexte sanitaire. Merci beaucoup Thierry. Voilà, merci à Du tous. coup, comme promis et comme convenu, je vais passer la parole à Virgile Caillé, puisque le monde économique est finalement le nouvel entrant dans le tour de table des acteurs de la nouvelle gouvernance, ce dont on peut tous, j'imagine, sans doute, j'espère en tout cas, se féliciter. Et Virgile va pouvoir nous dire un petit peu quel est son point de vue sur le sujet, à la fois en tant que membre fondateur de l'agence. Et puis Carole Marco aussi qui nous fera partager son expérience en tant que membre au sein de la conférence régionale du sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est installée le 1er mars. Virgile, je te laisse la parole. Merci Anne-Lise. Et encore une fois, merci pour cette invitation. C'est toujours un réel plaisir de partager avec l'Andis, avec l'Andes également. Mais vous savez que de plus en plus, les entreprises interviennent et s'intéressent à tout ce qui concerne la stratégie et les politiques publiques en matière de sport. Et on se considère comme des partenaires et c'est effectivement de nouvelles formes de relations qu'il faut arriver à inscrire entre tous ces acteurs. Donc, merci à vous. Le premier constat que je fais pour répondre un peu à ta question qui est assez large, c'est qu'en fait, cette nouvelle gouvernance, elle fait parler. Il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. Alors, Frédéric, avec son discours diplomatique, évoquait effectivement un certain nombre de missions parlementaires. Il y a des articles qui sortent. Alors nous, nouveaux entrants, effectivement, notre voix intéresse. On est souvent sollicité, souvent auditionné. Je ne sais pas ce qu'on veut nous faire dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on dit notre vérité.
et on exprime très sincèrement la position des acteurs économiques, des entreprises dans cette nouvelle gouvernance qui manifestement, et c'est plutôt un bon point, intrigue, intéresse, voire fait fantasmer. Je pense que maintenant, il est vraiment temps qu'on se mette tous au boulot pour que ça réussisse. On n'a pas du tout le droit que ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à tous ces parlementaires qui essaient de nous tirer les vers du nez. En fait, on veut tous que ça fonctionne et on doit tous aller dans le même sens. Un autre point que je voudrais souligner en introduction, et c'est justement le thème de cette conférence, c'est l'importance des conférences régionales du sport. La nouvelle gouvernance et cette agence nationale, certes, c'est très bien, c'est déterminant, c'était, on va dire, le point de base, les fondations pour cette nouvelle gouvernance, mais l'important, c'est que ça ruisselle, que ça aille sur les territoires, et c'est là où on va arriver à développer justement l'activité physique et sportive sur le territoire, c'est là où on va mailler en termes d'équipement. Donc pour moi, la réussite des conférences, elle est déterminante dans la réussite globale de cette nouvelle gouvernance du sport sur le territoire français. Alors en fait, tu disais Anne-Lise, pour moi, il y a deux grandes nouveautés dans cette gouvernance. La première nouveauté, c'est l'entrée des entreprises, des acteurs économiques dans tous les cénacles de réflexion sur les politiques publiques en matière de sport. C'est vrai qu'on n'était pas forcément présent. Alors, j'entendais effectivement M. Peretti qui disait qu'il y avait des initiatives, il y a eu des tests, etc. C'était quand même assez restreint. Les entreprises étaient plutôt quand même vues avec beaucoup de frilosité, voire de réticence. Aujourd'hui, effectivement, on fait partie du panorama, on fait partie du jeu. Voire on est même un peu des game changers, hein, des gens qui pourraient modifier la donne. Donc, c'est important, c'est intéressant. Et on participe au fonctionnement et à la réflexion. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ose espérer que tous les acteurs ne découvrent pas les entreprises. Les entreprises, ça fait des années qu'elles sont dans l'environnement, ça fait des années qu'elles participent à leur manière au développement des activités physiques et sportives, à la structuration du sport en France. Pour ce qui concerne l'Union Sport et Cycle, par exemple, on a fait un petit exercice auprès de nos 1500 entreprises qui, comme le disait Frédéric tout à l'heure, nous, on est un syndicat professionnel sectoriel, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un secteur, on n'est pas une interpro, on est sur le secteur marchand du sport. C'est plus de 600 millions d'euros qui sont injectés par nos adhérents dans le fonctionnement du mouvement sportif. Entre le sponsoring, entre les dotations, entre le mécénat, 600 millions d'euros. C'est pas rien parce que ça représente tout simplement le budget du ministère des Sports. Donc c'est important, je pense que l'ensemble des acteurs prennent en compte, mesurent à quel point les entreprises étaient déjà extrêmement impliquées dans le fonctionnement et le développement du sport en France. Parce que souvent, et d'ailleurs c'est un petit point sur lequel je reviendrai, souvent on nous voit un peu avec des dollars dans les yeux, comme les sponsors immédiats. Enfin voilà, on est déjà des financeurs très importants du secteur du sport, ne l'oublions pas. Ça, c'était le premier point, l'entrée effectivement de ces nouveaux acteurs économiques dans la gouvernance. Et puis le deuxième point, ça me fait un peu sourire de dire ça, mais c'est la vérité, c'est qu'on nous demande de travailler ensemble. L'État était dans un rôle régalien, les collectivités territoriales étaient reines sur leur territoire, le mouvement sportif considérait avoir le monopole de l'activité physique et sportive, et puis les entreprises, elles faisaient leur boulot dans leur coin et elles avançaient sans forcément se préoccuper de ce qui se passait autour. Et puis là, d'un seul coup, on nous demande de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, d'aller plus loin ensemble. Et je trouve que c'est ça le deuxième élément fondamental de cette nouvelle gouvernance, c'est comment on fait pour réfléchir ensemble, alors peu importe des pourcentages de voix, etc., on va dire que ça c'est complètement secondaire. L'enjeu c'est d'arriver à des consensus. Si on commence à compter le nombre de voix, ça veut dire qu'on aura probablement qu'on ne sera pas sur la voie de la réussite. Donc pour moi, il ne faut surtout pas oublier ces fondamentaux. Dès qu'on va réfléchir dans les chantiers qui vont s'ouvrir dans les conférences régionales, il faut qu'on garde en tête ces fondamentaux. Le but, c'est de réfléchir ensemble, de concevoir, de se projeter ensemble sur cette
stratégie en matière de politique publique pour le sport. Ce qui fera la différence, c'est si on est capable de casser les codes. Si on est capable, progressivement, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, d'oublier 60 ans d'un modèle, comme je le disais, où l'État était régalien, les collectivités se déterminaient comme financeurs principal du sport en France, et puis le mouvement sportif était dans son système monopolistique. N'oublions pas aujourd'hui qu'il y a des profondes mutations dans la façon de consommer le sport en France. Et notre nouvelle gouvernance doit en tenir compte. Et les conférences régionales doivent en tenir compte. Le tourisme sportif, la pratique individuelle autonome en outdoor, l'offre de loisirs sportifs marchands. Il ne s'agit pas d'opposer les différentes pratiques, ce n'est pas du tout l'objet, mais aujourd'hui, la pratique sportive, elle est plurielle. Le mouvement sportif doit en tenir compte, il doit se réinventer, et je pense qu'aujourd'hui, ils en sont conscients, et c'est une bonne chose. Les entreprises doivent apporter leur nouvelle vision, leur innovation, leur nouveau modèle, et je pense que c'est ce qu'on essaye de construire au niveau national au sein de l'Agence nationale du sport. On a d'ailleurs une commission qui s'appelle Développement des modèles économiques et des financements. Ça traduit bien qu'on doit aller vers des nouveaux modèles, des modèles qui vont permettre des synergies, des collaborations entre les collectivités, entre les acteurs privés, marchands, les acteurs associatifs. On doit arriver à de nouveaux modèles et je suis convaincu que dans les territoires, il en existe déjà qui sont très pertinents et qu'on pourrait dupliquer au niveau national. En conclusion, on n'est pas là forcément pour apporter de l'argent. Pourquoi pas? Ce sera probablement le cas. Si les projets sont intéressants, s'ils sont structurés, les entreprises ne financeront pas des projets pour se faire plaisir, elles financeront des projets parce qu'elles répondent à leurs propres objectifs. N'oublions pas ça. Les entreprises sont dans des démarches extrêmement rationnelles, pragmatiques. Donc, il faut aussi que la gouvernance s'inscrive dans cette logique-là. Et puis, voilà, on n'est pas là pour servir de caution ou d'alibi, on est bel et bien là pour participer, pour être acteur de cette nouvelle gouvernance. On est très motivé, on est plein d'enthousiasme, mais évidemment, on sera aussi vigilant et exigeant. Et je pense que c'est comme ça que cette gouvernance sera tirée vers le haut et qu'on réussira tous ensemble. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais comme à mon habitude, je dis les choses et en toute transparence et en toute honnêteté. Voilà, Annelise. Merci Virgile. Alors effectivement, ton témoignage met finalement en exergue, je dirais, les différences d'attente qu'il peut y avoir aussi entre les différents acteurs de cette nouvelle gouvernance. L'objectif étant de travailler ensemble, mais aussi de pouvoir faire concilier un certain nombre de besoins, d'enjeux qui sont très différents en fonction des acteurs, même si la volonté initiale consiste aussi à vouloir éviter certains écueils qu'on a pu rencontrer ou qu'on peut encore rencontrer jusque-là dans une gouvernance qui est finalement partagée et avec une compétence sport qui est aussi partagée, notamment au niveau des collectivités. Du coup, je propose à Carole Marcoux de nous dire de quelle manière elle a vécu l'installation de la conférence en Auvergne-Rhône-Alpes, où justement elle a pu constater ces différences de point de vue entre les acteurs. Et du coup, Carole, je vous laisse nous dire voilà, quel a été votre sentiment, à la fois en positif et peut-être aussi en remarque, voire en négatif, parce que c'est important aussi d'avoir votre retour à deux points de vue. Le premier, c'est qu'effectivement, en tant que représentant du monde économique et officiellement autour de la table, voilà, votre expérience, votre expertise est intéressante à partager, et puis également parce que la conférence s'est installée aujourd'hui et quel retour vous en avez et quelles attentes vous en avez, quelles sont les perspectives que vous voyez sur ce travail à construire ensemble. Merci. Donc, tout à fait, je rejoins Virgile sur le fait que l'ANS, c'est le socle et qu'il est important de mettre en place ces conférences régionales du sport qui ont déjà bien avancé. Je suis fière de participer notamment à cette nouvelle mise en place de cette nouvelle gouvernance du sport sur Auvergne-Rhône-Alpes. Par rapport à l'accueil, j'ai été franchement très bien accueillie, plutôt très positif, bien accompagnée aussi par les différents services comme la DRAGES ou certains autres services de l'ANS, notamment déjà pour bien comprendre
le fonctionnement et l'articulation en fait, de cette gouvernance, parce que quand on vient effectivement du monde économique et du monde privé, ça peut nous paraître quand même assez flou, complexe, et que effectivement peut-être dans nos attentes, maintenant on a bien compris, mais la simplicité, c'est peut-être ce qu'il faut, je pense, mettre en place. La confiance, elle est là, l'énergie aussi. Après, ce que je peux dire, c'est également j'ai pu accompagner sur la politique de l'emploi ou des subventions et notre regard en fait du monde économique a porté ses fruits. Je pense que ce qu'on a entendu à plusieurs reprises en termes de synergie, d'expérience, de partage d'expertise, ça fonctionne, l'écoute. Après, en termes d'attente, peut-être que c'est quelque chose de maintenant qu'effectivement la conférence régionale du sport a été mise en place le 1er mars sur Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que j'attendrais, c'est un peu plus de choses concrètes, puisque depuis la mise en place et le vote de la présidence et des 2 coprésidents, il n'y a pas eu d'autres réunions, en tout cas, pour avoir des commissions, pour savoir un petit peu d'organisation et pour pouvoir être acteur. Donc effectivement, c'est ce que je peux éventuellement reprocher. En tout cas, c'est ce que je suis dans l'attente par rapport à ça. Et de façon à garder cette dynamique qui existe. L'agence, la région Rhône-Alpes-Auvergne est très dynamique d'un point de vue économique et sportif. Et il faut garder ça pour faire en sorte que la promotion de l'activité physique et sportive perdure et qu'on soit acteurs tous ensemble, tous ces acteurs économiques, sportifs et institutionnels pour faire en sorte que ça fonctionne. Merci beaucoup, Carole, de ce témoignage. Je vais la parole à Dominique pour nous faire part des remarques et questions dans le chat. Alors effectivement, les questions commencent à arriver. Donc merci à vous. N'hésitez pas à continuer. Je rappelle que je ne les poserai pas forcément toutes, mais que j'essaie de les regrouper et de les poser au meilleur moment. On voit dans les orientations qui ont été données jusqu'à maintenant qu'il y a la volonté de trouver les consensus. Virgile est intervenu sur cela, Frédéric aussi, évidemment. Et puis qu'on est à la recherche de concret. Et en même temps, trouver les consensus, c'est pas facile quand on est dans des logiques de concurrence, finalement, entre territoires, entre fédérations, entre entreprises. Et puis, en même temps, les contextes locaux sont assez différents les uns des autres. L'un d'entre vous signale par exemple qu'il y a évidemment les territoires urbains donc en difficulté et les zones rurales. Et donc c'est peut-être intéressant de garder cette question en mémoire. On n'est pas obligé de répondre maintenant, mais d'avoir cette double question en même temps, c'est-à-dire comment on cherche les consensus et comment on parvient à essayer de concrétiser, alors qu'en même temps c'est bien compliqué parce que c'est assez concurrentiel. Effectivement, sujet forcément prégnant, je pense, aujourd'hui dans toutes les régions dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle gouvernance. Peut-être pour commencer à tenter d'y répondre, je propose à Vincent Saulnier de nous dire de quelle manière lui a envisagé la mise en place de cette nouvelle gouvernance, je dirais depuis son début, son travail peut-être de préfiguration, et aujourd'hui en tant que membre de la conférence Pays de la Loire, notamment avec le regard et le prisme des collectivités territoriales dont on sait que leur représentativité est relativement importante au sein des conférences, mais dont on sait aussi que les enjeux pour les unes et pour les autres au sein de ce collège des collectivités peuvent être parfois très différentes. Voilà, donc je pense que Vincent, votre point de vue, votre retour, votre expertise maintenant sur le sujet sont aussi intéressantes et instructives pour nous au niveau de la région Île-de-France. Oui, je vais essayer de m'employer. C'est une vaste question. Surtout pour aussi peut-être en préambule rappeler que au titre de l'ANDES, donc le réseau des élus en charge du sport, on s'est employé à participer et contribuer depuis la mise en place de l'agence à essayer de faire en sorte que effectivement les collectivités soient au centre du jeu et qu'on respecte au même titre que les nouveaux entrants que sont les acteurs économiques,
pleinement leur place dans la gouvernance du sport, considérant que, évidemment, en tout cas, ces collectivités constituent l'essentiel des financeurs du sport, et en particulier en matière d'équipement pour développer la pratique. Donc, c'est vrai que l'ANDES s'est employé à faire en sorte que on soit bien, à l'occasion de cette nouvelle gouvernance, dans une démarche ascendante. En tout cas, on est vraiment très attentif à cet état d'esprit. Le projet sportif territorial, il doit s'inscrire dans cette démarche-là. Il faut que, évidemment, on s'emploie à limiter un peu les freins, en tout cas, qui avaient pu être constatés avec l'ancien CNDS. On était sur un format assez descendant, avec un format un peu d'injonction sur certaines orientations. Là, l'esprit, c'est bien de pouvoir faire émerger territorialement des réalités et des convergences et des synergies avec l'ensemble des acteurs. Alors évidemment, le mouvement sportif fédéral, mais aussi, comme ça a été indiqué, les réalités sociétales, celles liées aux mutations effectives du sport, puisque chacun d'entre nous le constate, et c'est en plus accéléré avec la situation sanitaire, c'est que paradoxalement, nous n'avons jamais eu autant de sportifs et de pratiquants en France, mais simultanément, on n'a jamais eu autant peu de licenciés dans les clubs. Et c'est un sujet majeur dont vont devoir se saisir les conférences régionales. Pour revenir sur celle-ci, c'est vrai que l'ANDES a toujours milité pour que, encore une fois, les collectivités soient au centre du jeu. On l'a travaillé de cette façon dans le cadre de la préparation du décret d'octobre dernier, dans la mise en œuvre des conférences régionales. Moi, je note qu'aujourd'hui, l'essentiel justement des collectivités sont en train de prendre les présidences de ces conférences régionales, tout en restant dans un format très collaboratif, parce que c'est l'esprit dans lequel nous devons collectivement travailler. Et il s'agit sans doute aujourd'hui vraiment de trouver les bonnes articulations entre les différents échelons et les différents acteurs. Spécifiquement, c'est vrai que les collectivités elles-mêmes ont un sujet, puisque, vous le savez, le sport reste une compétence partagée entre les différents échelons. Et que aujourd'hui, il va de soi que, en fonction des politiques sportives conduites entre une région, un département ou telle collectivité, on peut avoir aussi des approches différentes. Donc, il convient d'essayer de travailler justement à ces points de convergence. Et ce que je peux vous indiquer, alors même si, comme l'a dit Thierry Péridi, en Pays de la Loire, on a une culture assez importante du travail collaboratif, nous avons une commission propre aux collectivités internes qui nous permet tout à la fois de travailler quelques sujets en amont, c'est le cas notamment sur les questions relatives par exemple à l'emploi ou au fonds de solidarité, ou encore les enjeux relatifs aux équipements. En tout cas, voilà, ça c'est aussi un moyen, en tout cas un outil qui a été mis en place et qui existe depuis quelques années en Pays de la Loire, et qui permet de mieux, on va dire, faire converger nos orientations et notre vision d'un certain nombre de sujets que j'évoquais tout à l'heure, ou en tout cas qui sont pointés notamment dans le cadre du projet sportif territorial. Autre élément important, c'est le fait que, évidemment, ce travail partenarial, il va nécessiter du temps. Et même si nous avons les uns et les autres des capacités à dialoguer, à travailler certains sujets, c'est vrai que le contexte sanitaire n'aidant pas, c'est un peu plus compliqué dans la mise en œuvre effective de ces projets sportifs territoriaux, qui restent, je le rappelle quand même, l'objectif majeur des conférences régionales. Notre approche dans ce cadre, c'est encore une fois d'être vraiment sur quelque chose de très ascendant. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que on est bien au croisement des politiques sportives fédérales et des politiques sportives territoriales, en proximité, cette, on va dire, cette attente ou cette perception
des réalités pour refaire monter un certain nombre de sujets qui, évidemment, à un moment donné, convergeront avec les grandes orientations nationales, parce que ça va de soi qu'on ne va pas non plus aller sur des sujets qui sont complètement ignorés. En revanche, à nos sens, c'est vraiment très important dans cette démarche-là, et ça permet aussi, et ça aussi c'est un point important, d'apprécier la respiration locale et de vraiment être dans une logique de faire confiance au territoire. Faire confiance au territoire et tous ses acteurs. Parce que quand on est maire d'une commune comme moi, en fait, ce qu'on constate, c'est que l'un dans l'autre, le club sportif côtoie une collectivité, côtoie un acteur économique, et ben en fait, on a assez vite des points de convergence qui permettent d'identifier des freins au développement des pratiques, d'apprécier les carences qui sont constatées sur tel ou tel sujet. En revanche, eh bien, ces sujets, ils peuvent être différents selon qu'on soit en montagne, sur le littoral, dans un quartier prioritaire de la ville ou encore au cœur de la ruralité. Tout ça pour dire que parmi les points que nous on a mis en avant au titre de l'ANDES, avec la mise en place des projets sportifs territoriaux qui vont demander du temps, il faut se dire que, à mon sens, ils n'émergeront pas avant 6 mois à 1 an, d'autant qu'on a un petit tunnel électoral qu'il faut aussi traiter, il faut dire les choses, eh bien, ça veut dire qu'on a peut-être un peu de disponibilité là pour faire émerger, et un peu en écho d'ailleurs à la proposition de loi actuelle sur la démocratisation du sport, des projets sportifs locaux. Alors souvent ils existent, mais ils ne sont pas toujours formalisés. C'est pour ça qu'au titre de l'ANDES, par exemple, on a milité pour la mise en place d'un fonds d'amorçage qui permet peut-être de formaliser territorialement à l'échelle soit d'une ville, soit plus spécifiquement d'un bassin, comme une intercommunalité peut-être, ou même plus globalement d'un département, des vrais projets sportifs territoriaux, en tout cas locaux, qui permettent d'alimenter le projet sportif territorial. En tout cas, c'est aussi un élément dans lequel nous, on milite très fort au niveau de l'ANDES pour, eh bien, on va dire, enrichir, alimenter le projet sportif territorial. Au-delà de ça, évidemment, il y a 2 autres sujets, je vais finir là-dessus, je veux rapidement évoquer, qui sont importants pour les collectivités. C'est aujourd'hui, évidemment, le sujet de la sortie de crise sanitaire. Et nous sommes conscients des efforts consentis dans le cadre de plans de relance, des efforts consentis via l'Agence nationale du sport, notamment avec le Fonds de solidarité territoriale. Néanmoins, on voit bien qu'ici, on a un vrai sujet et qu'il faut qu'on trouve les bonnes articulations entre les différents acteurs, parce que comme ça a été évoqué, il y a de nombreuses collectivités qui sont prêtes à se mobiliser pour relancer la machine, relancer la pratique sportive fédérale en particulier, et que entre les orientations du passeport au niveau national, dont on attend encore les contours, des dispositifs qui sont en préparation dans les départements, dans les intercommunalités parfois, voilà, il y a aussi vraiment un travail conséquent à conduire pour réussir collectivement cette sortie de crise, qui est vraiment un sujet à notre sens majeur. Et puis le deuxième levier qui est un peu en lien direct avec cela, c'est celui qui a été évoqué indirectement par Frédéric Sanor sur les enjeux relatifs aux équipements. On se réjouit évidemment qu'il y ait une déconcentration des crédits. C'était un des vrais écueils qu'on avait constaté avec le CNDS. Aujourd'hui, qu'on puisse disposer d'un peu de latitude territoriale pour flécher des crédits sur des équipements de proximité, sur voilà, quelques sujets importants, c'est évidemment une attente très forte de la part des collectivités territoriales. Ça n'aura jamais qu'un effet levier ou complémentaire, mais en tout cas, c'est aussi de nature à consolider les efforts que les collectivités continueront à engager en faveur du sport et des développement des pratiques, évidemment avec tous les collaborateurs et au premier chef eh bien, les responsables des sports de nos collectivités qui sont bien souvent fédérés aussi au sein de l'ANDIS. Donc c'est de cette façon qu'en tout cas nous voyons les choses, développer des synergies, faire en sorte que les collectivités soient plus que jamais au centre du jeu.
Voilà. Merci beaucoup, Vincent. C'est effectivement un sujet prégnant, c'est-à-dire de faire réussir à concorder les enjeux, les attentes, les problématiques des différents acteurs et une remontée d'informations ascendante qui est sans doute une des clés d'ailleurs de réussite de la déclinaison territoriale de la nouvelle gouvernance. Et j'en profite pour faire le lien entre l'univers des collectivités territoriales et le monde sportif, puisque un des gros travaux des conférences régionales du sport sera entre autres de faire concorder les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs fédéraux des fédérations donc. Et je souhaite donner la parole à Magali Andrier qui va pouvoir nous préciser pour la Fédération des ASPTT à la fois quels sont les enjeux fédéraux, mais également de quelle manière la fédération a réussi à mettre en place et continue de mettre en place des actions, des projets au niveau local entre les différents acteurs de ces différents univers. Projet d'ailleurs très intéressant. Magali. Oui, merci. Alors déjà, donc vous indiquez que la Fédération sportive des ASPTT aujourd'hui, ce sont 230 clubs pour, alors j'allais dire 200 000 adhérents. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est 100 000 adhérents. On est à près de 50% de baisse de pratiquants. À la fois, donc, une partie des pratiquants qui sont des pratiquants loisirs et une partie des pratiquants qui sont des pratiquants compétitifs, donc affiliés également à une fédération délégataire. Donc, on est quand même sur une structure de club d'une moyenne de 900 adhérents par club, ce qui fait une de notre spécificité, de notre force. Une autre spécificité du mouvement ASPTT, c'est que donc, notre histoire s'appuie fortement sur un sponsoring via la Poste. Mais depuis les années 60, les clubs ASPTT sont ouverts à tous. Et en tout cas, donc, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, depuis 2005, donc nous sommes dans une dynamique d'ouverture, parce que donc, les dirigeants et les clubs ASPTT avaient plutôt un mode de fonctionnement très auto-centré et n'ayant pas besoin de partenaires autres que la Poste, ne sentait pas le besoin de travailler vers d'autres acteurs externes. Et donc, depuis 2005, nous sommes dans cette dynamique et que je retrouve bien d'ailleurs dans tout ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant et ce qui fait un des enjeux de la mise en place de cette nouvelle gouvernance. Donc voilà, juste en préambule, ce que je voulais dire très succinctement sur qui est aujourd'hui la Fédération des ASPTT. De rappeler aussi, quand même, ça me semble très important parce que souvent on le rappelle vis-à-vis de nos clubs et de nos dirigeants, le pourquoi de cette réforme de la gouvernance. C'est quand même ça le sens, de donner ce sens-là, qui est qu'aujourd'hui, et je remercie Virgile qui est un grand fournisseur de chiffres et au moins on sait de quoi on parle. Il y a près de 50% de la population qui ne pratique pas de manière régulière aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est quand même de faire que la France soit vraiment une nation sportive. Ça, il faut quand même le rappeler. Et du coup, je fais le lien avec ce qui a pu être dit aussi sur la question de la concurrence. Effectivement, c'est un peu un paradoxe, c'est que parfois on peut être en concurrence, y compris entre fédérations, alors même que le potentiel de développement est énorme et on devrait se positionner non pas sur de la concurrence, mais sur de la complémentarité. Et ça, c'est justement un des intérêts aussi de ce changement de modèle. Donc, au niveau de la perception de la fédération, d'une part, au niveau national, et puis, d'autre part, au niveau des clubs, c'est vrai que le temps doit faire son chemin, dans le sens où on a quand même du mal parfois à s'y retrouver entre le ministère des Sports, le Comité national olympique, l'Agence nationale du sport. On peut des fois se retrouver à avoir 3 fois le même message d'information. Donc, tant mieux, comme ça on a de l'information. Mais effectivement, on se rend compte quand même qu'au niveau national, il y a encore besoin de temps pour que chacun de ces acteurs-là trouve ses positions. Et puis au niveau territorial, Thierry Pérédy l'a un petit peu indiqué. C'est vrai qu'avant, c'était assez simple avec des services déconcentrés où on connaissait précisément les interlocuteurs. Et donc pour un club, il était assez simple de trouver la bonne personne pour l'aider à monter ses projets. Aujourd'hui, on a encore du mal à trouver les bons interlocuteurs, mais là aussi, le temps va rapidement permettre à ce que chacun trouve ses marques et la création et la mise en place des
conférence régionale du sport et le positionnement des délégués territoriaux va permettre assez rapidement maintenant à ce que les clubs en territoire trouvent les bons interlocuteurs pour les aider à les accompagner dans leur démarche de projet, même si cet accompagnement revient aussi fortement, bien sûr, est un rôle fort de la part des fédérations. Un point également dans cette position des différents acteurs dans la création de la gouvernance du sport, il a été très rapidement positionné un manager de la haute performance et on a attendu le pendant côté développement de la pratique sportive. Donc là aussi, progressivement, les choses se sont organisées et donc on se réjouit au sein de la Fédération des SPTT, mais plus encore l'ensemble des fédérations multisports, de la prise en compte au même niveau désormais de la partie haute performance de la partie développement de la pratique du sport pour toute la population. Donc un enjeu majeur, ça a été dit aussi, mais je le dis différemment, désormais pour les clubs, c'est véritablement et les dirigeants bénévoles, bien souvent, c'est désormais de s'inscrire dans une approche matricielle. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le canal fédéral, et puis à la fois, il y a le projet sportif territorial. Donc effectivement, là, intellectuellement, dans le positionnement, là aussi, ça implique une nouvelle gymnastique intellectuelle, hein, c'est un nouveau paradigme, hein, pour employer des mots un petit peu à la mode, et qui implique là aussi un accompagnement fort des dirigeants et qui, pour le compte de la Fédération sportive des SPTT, inscrivent une démarche forte de professionnalisation des clubs. Et donc, dans cette difficulté à trouver les bons interlocuteurs aussi, il y a un double effet, c'est-à-dire il y a à la fois la création de l'Agence nationale du sport et puis, comme l'a dit Thierry Pérédy, la mise en place de l'OTE. Donc, voilà, c'est là encore, en se mettant au niveau d'un club sportif et de leurs dirigeants, c'est quand même un bouleversement important avec plusieurs dynamiques qui se sont enclenchées en même temps et qui impliquent de donner des points de raccrochement pour que ces clubs retrouvent leur marque territorialement. Donc, les ambitions qui nous importent au niveau des travaux de l'Agence nationale du sport, donc il s'agit bien sûr de réfléchir en partenariat avec ces différents acteurs qui désormais se retrouvent autour d'une même table. Mais un des points, moi, qui me paraît important, et Frédéric Sanor le sait, je lui ai à plusieurs reprises déjà répété, c'est que de cette création, les cartes soient rebattues. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de la Fédération sportive des ASPTT, donc une fédération, l'une des dernières reconnues autour de la table du gâteau qui est en train de se réduire en termes de moyens financiers. Et donc, du coup, on se retrouve à partir avec un cran de retard sur la ligne de départ. Et donc, on rame pour essayer de rattraper notre retard. Donc, on bosse beaucoup pour démontrer qu'on a besoin de l'aide de l'Agence nationale du sport pour mener à bien nos projets construits. Mais voilà, ça implique que des décisions fortes soient prises à un moment donné pour rebattre ces cartes-là et qu'on ne soit pas juste sur la reconduction du passé, ce qui fait dire d'ailleurs à certaines mauvaises langues que finalement l'Agence nationale du sport s'inscrit dans la continuité du feu CNDS, quoi. Donc ça, c'est quand même un point très important. Et les clés sont données à l'Agence nationale du sport et à ces différents collèges pour rebattre ces cartes. Un des points importants aussi, donc ça a été dit, c'est ce travail partenarial que nous, donc on engage aussi au niveau de nos clubs, hein, pour les aider à s'ouvrir. Mais ce qui est important aussi, c'est que, OK, il faut réfléchir, bien sûr, mais à un moment donné, il faut aussi agir, être dans l'action et donc être sur des actions concrètes.
Et puis, dernier point sur ces ambitions de cette nouvelle organisation, cette nouvelle gouvernance. Et ça, c'est un point aussi important qui est associé à la mise en œuvre de cette Agence nationale du sport et à cette déclinaison en territoire. C'est d'être vraiment sur de l'évaluation. Et que du coup, cette évaluation, justement, donne des moyens de rebattre les cartes donc, point que j'abordais précédemment. Et donc, c'est important, en tout cas, nous, la Fédération des ASPTT, on s'est déjà mise dans cette dynamique d'être capable d'évaluer plus fortement encore, parce que bien sûr, avant, dans le cadre de la convention d'objectifs qui nous liait au ministère, il y avait des critères d'évaluation, mais cette dimension d'évaluation et de performance dans l'argent public qui peut être attribué prend une dimension encore plus importante. Et c'est là où d'ailleurs, moi, de par mon expérience professionnelle aussi, où j'ai pu passer par différentes organisations, et notamment l'UCPA, qui reste une association, mais qui fonctionne véritablement comme une entreprise, d'utiliser au sein du mouvement sportif, au sein des fédérations, des modes de fonctionnement entrepreneurial, pour moi, est aussi un enjeu majeur qui doit être pris en compte dès maintenant avec toute cette... au moment où de nouveaux dirigeants, de nouveaux présidents sont élus au sein des fédérations, c'est le moment aussi à ce que les fédérations fassent évoluer également leur gouvernance et avec une ambition d'évaluer leur projet sportif fédéral. Et puis, j'aimerais rebondir aussi sur ce qu'a pu dire Virgile sur le fait d'oublier le modèle des années 60. Alors, bien sûr, il faut passer sur un nouveau modèle. On est dans cette dynamique-là. Il faut casser les codes. Mais il ne faut pas non plus faire passer un coup de balai sur ces 60 dernières années. Hein. Moi, 20 ans que je travaille pour le ministère des Sports à différentes fonctions. Je pense que dans le modèle qui a émergé des années 60, il y a des choses qui sont à garder. Notamment, je ne vais pas ouvrir cette porte, mais je ne fais que l'effleurer. Étant moi-même cadre d'État, c'est un sujet majeur et je pense que c'est quand même une grande réussite du modèle des années 60 à ce qu'il y ait des cadres d'État mis à disposition dans les fédérations sportives pour porter le service public du sport, et ça, j'y tiens. Et ça peut être complémentaire à ce que les entreprises peuvent également apporter. Et donc, il y a encore besoin d'argent public, de politique publique pour porter ces politiques publiques. Et je ne citerai qu'un exemple. Je peux te faire sourire d'ailleurs indirectement Dominique et puis Monsieur Rivaud par rapport à un échange qu'on a pu avoir hier sur la question de l'emploi sportif et de la pérennisation des emplois, où on se rend bien compte que pour un adhérent, ou plutôt pour le dirigeant, de mettre 2,50 € de plus dans le prix de la cotisation aujourd'hui, c'est très difficile. Et de faire passer que le sport a un coût, y compris le sport social, de faire payer le sport à son juste prix, c'est compliqué encore aujourd'hui. Donc, il faut avoir ça en tête, que là aussi, le temps doit faire son chemin. Mais pour faire en sorte à ce que on augmente le nombre de pratiquants sportifs réguliers, tout le monde n'est pas prêt à mettre le prix. Et donc, on a encore besoin de finances publiques pour payer le prix de la cotisation et derrière ça, de payer l'encadrant qui va faire désormais un sport de qualité au sein des clubs sportifs. Donc voilà ce que je voulais ajouter sur l'intervention de Virgile. Et puis juste un petit point aussi sur celle de Monsieur Saunier, sur effectivement une des craintes que peuvent avoir les fédérations sportives, la nôtre en particulier, et les clubs, c'est la question de l'inégalité territoriale. C'est-à-dire que en fonction des postures territoriales, il peut y avoir donc des rythmes de développement de pratiques sportives très inégalitaires selon les territoires. Et nous, on s'en rend bien compte
avec nos clubs ASPTT, où quand le dirigeant, le président a une bonne relation avec la collectivité locale, il y a des super projets qui émergent. Et puis le club qui est plus renfermé sur lui-même, qui a du mal à discuter avec sa collectivité, ou qui peut être face à une collectivité dont le sport n'est pas une priorité, mais c'est beaucoup plus difficile pour faire émerger des projets innovants. Voilà ce que je voulais indiquer également en point annexe. Merci beaucoup Magali de votre témoignage à la fois porteur de certains espoirs mais également de certaines inquiétudes auxquelles je vais laisser Frédéric répondre pour apporter un éclairage, je dirais, complet. Et juste avant de laisser la parole à Frédéric, je laisse Dominique intervenir. Oui, juste une petite question, Magali, à laquelle tu peux répondre en quelques phrases sûrement. Comment une fédération peut aider les clubs dans la période actuelle et peut-être comment les communes aussi peuvent apporter un soutien. On sait que de nombreux clubs sportifs sont en grande difficulté actuellement. Et puis, je rebondis sur ce que tu as dit pour relancer la question vers Frédéric Sanor sur la question des moyens, puisque de manière directe, la question a été effectivement donc posée. Alors, sur comment nous soutenons les clubs, alors je vais faire ma réponse en 2 temps, c'est-à-dire avant la crise et pendant la crise. Parce que voilà, tout le monde du sport est effectivement chamboulé, mais c'est pas que depuis 1 an et la crise Covid. Donc, depuis 6 ans maintenant que je travaille au sein de la Fédération sportive des ASPTT, nous sommes vraiment orientés dans un positionnement du rôle d'une fédération qui doit outiller ces clubs pour que ces clubs eux-mêmes, territorialement, trouvent leur bonne position en lien donc, avec un projet sportif fédéral que nous avons élaboré, mais en lien avec une politique sportive territoriale. Et donc, désormais, nous avons en 4 ans là, construit une offre de services à nos clubs qu'on décrit en 25 services. Donc, il y a une part de ces 25 services qui touchent à une offre de services sportifs où on a créé une gamme d'offres de services omnisport avec 13 labels qui permettent de couvrir une offre sportive de 1 à 101 ans et qui ont cette spécificité que cette offre sportive dans nos clubs doit proposer au moins 2 disciplines sportives. C'est là où on cherche à être différenciant par rapport à une offre sportive d'une fédération délégataire, par exemple. Et puis, on a un certain nombre de services plus administratifs et notamment sur la gestion comptable. Nous prenons en charge des logiciels comptables que nous mettons à disposition de nos clubs. On fait un accompagnement comptable avec la responsable financière de la fédération qui va directement dans les clubs et qui donc permet à ces clubs d'être outillés et d'être capables, là aussi vis-à-vis des collectivités, de présenter ne serait-ce qu'un compte de résultats clair et qui permet sur la base de ce compte de résultats de connaître la situation précise, comptable du club. Donc je vais pas plus loin sur la description de ce qu'on fait, mais juste de dire que voilà, ça fait déjà 4 ans que nous sommes dans une dynamique de donner des outils aux clubs pour les aider à se structurer et à être capables de monter des projets sportifs qui sont à la fois en lien avec le projet de la fédération et en lien avec leur territoire. Merci. Quant à la crise, la prise en compte de la crise, ça fait le lien avec quand même cette situation comptable. On est quand même dans un exercice extrêmement difficile parce qu'effectivement, le mouvement sportif va être en très grande difficulté, mais c'est très difficile à cerner et il y a des cas de figure qui vont être très différents selon les clubs, selon les disciplines, parce que d'une part, effectivement, il y a moins de rentrées, puisqu'il y a peu d'adhérents, il y a beaucoup moins d'adhérents, mais en contrepartie, il faut aussi tenir compte qu'il n'y a pas de frais d'arbitrage à payer, il n'y a pas de frais de déplacement à payer, donc il y a beaucoup moins de charges au niveau du club qui sont à prendre, qu'il faut aussi prendre en compte dans l'analyse. Donc, au niveau du club, voilà, ça va être très difficile d'avoir une approche globale. Et au niveau des fédérations, en revanche, les fédérations vont être, elles, très en difficulté. Et là aussi, à des degrés très différents. Et certaines fédérations, comme la nôtre, ont déjà anticipé parce qu'on a une stratégie liée au retrait de la Poste qui fait qu'on est déjà dans une démarche d'augmentation du coût
du prix de la licence. Et notre crainte, je la livre à vous tous, c'est que finalement, alors même que nous sommes dans une démarche d'anticipation, comme on a finalement des comptes de résultats, un compte de résultats au niveau de la fédération qui fait qu'on a l'impact de la crise va être atténué par notre démarche déjà de long terme, selon la méthode de calcul que va prendre l'Agence nationale du sport, on a la crainte qu'on soit pénalisé alors même qu'on essaie d'avoir une bonne gestion. Merci Magali. Alors Virgile, avant de te donner la parole, je la cède très volontiers à Frédéric pour puisse apporter les éléments de réponse à Magali. Oui, alors c'est vrai que du coup, merci pour ces éléments. Je ne sais pas si c'est des éléments de réponse à Magali, en tout cas des éléments d'information d'ordre plus général, puisque là on a le prisme d'une fédération. Donc il faudrait effectivement les avoir, les 115 autour de la table pour avoir un avis peut-être qui retranscrit la réalité de l'interaction avec le mouvement sportif au quotidien. Peut-être quelques éléments d'information, du coup, effectivement, sur la multiplicité des acteurs. Moi, j'ai tendance à dire que c'est ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs mois, effectivement, de bien clarifier le rôle des uns et des autres. Et aujourd'hui, dans le découpage des missions entre le ministère des Sports, l'agence et le CNO a été cité, on sait plutôt bien où on va. Après, effectivement, on a des démarches couplées parce qu'il y a des sujets sur lesquels on souhaite apporter une attention particulière et effectivement couplées à la fois les prérogatives du ministère d'ordre plus régalien, avec effectivement des politiques publiques, notamment transversales et interministérielles, sur lesquelles le ministère des Sports est beaucoup plus présent et sur laquelle la ministre est beaucoup plus proactive. Et puis l'action et le déploiement en tant qu'opérateur que l'agence peut engager. C'est la même chose avec le CNOSF qu'on a encore fait plus récemment avec des appels à projets sur lesquels on a effectivement des financements croisés entre Paris 2024, le CNO ou le CPSF et l'agence, ou encore le travail effectivement de recensement d'un certain nombre de données avec autour du fonds d'urgence. On en a parlé, mais je vais en dire un mot tout à l'heure sur effectivement la compensation aux pertes de licence qui aujourd'hui représente un élément important sur lequel on travaille et sur lequel on donnera là aussi de la lisibilité à l'ensemble des acteurs de manière très proche. Alors peut-être sur le point surtout de rebattre les cartes. Là encore, on poserait la question à des acteurs qui sont bien dotés, entre guillemets. Ils estimeraient qu'eux, ils sont au juste niveau de financement qui revient à leur niveau d'implication. Donc, je pense qu'il faut effectivement voir comment on peut objectiver toutes ces démarches-là. Et ça a été bien dit, au gré de l'implication, du volontarisme et des résultats. Et pour quel objectif? Et l'objectif, c'est effectivement d'aller chercher plus de pratiquants, de diversifier l'offre de pratique, d'être plus en phase avec l'attente sportive, parfois de consommation sportive. On peut dire le mot, ça ne plaît pas toujours, mais en tout cas, c'est quand même une des réalités de la pratique sportive dans notre société. Et donc, pour ça, effectivement, on a engagé plusieurs actions, et là encore qui s'inscrivent de manière progressive avec l'installation de l'agence et des dispositifs qu'elle déploie. Et peut-être une parenthèse là-dessus, si j'entends que depuis 30 ans, il y a des choses qui fonctionnent bien et qu'il ne faut pas toucher, et moi je partage tout à fait ça, c'est la même chose pour le CNDS. Il y a des choses qui fonctionnaient très bien au CNDS. Et donc, l'idée, c'est absolument pas de rebattre toutes les cartes et de dire, finalement, c'est un peu comme le CNDS. Moi, ça ne me gêne pas quand ça fonctionne, que ce soit un peu comme le CNDS. Par contre, effectivement, à nous d'engager des choses complémentaires pour aller encore plus loin. Et c'est notamment ce qu'on a essayé de faire autour des projets sportifs fédéraux, puisqu'en 2019, on a expérimenté une nouvelle démarche. En 2020, on l'a généralisé auprès de 115 fédérations. Et cette année, en 2021, on est en train effectivement de l'objectiver
et d'essayer d'aller plus loin en matière de mesure de performance, de développement, avec le positionnement d'un certain nombre d'indicateurs qui doivent nous permettre dès 2022, sur l'ensemble des budgets projets sportifs fédéraux, ça représente 81 millions d'euros cette année pour près de 20 000 clubs bénéficiaires, et également sur les contrats de développement des fédérations, et on fera la même chose sur leurs contrats de performance sur le volet haut niveau et haute performance, de mettre en place dès 2022 une part fixe de 75% des dotations et une part variable de 25% qui sera effectivement liée aux indicateurs qu'on aura positionnés avec les fédérations dans une logique de partenariat qui a été rappelée tout à l'heure, mais qui nous permettra aussi d'avoir effectivement une lecture nous permettant d'accompagner plus ceux qui répondent le mieux aux objectifs communs de développement de la pratique et de faire effectivement de la France une nation plus sportive. Donc ça, c'est effectivement des systèmes qu'on développe, mais qui ne peuvent se développer qu'en posant les bases, les règles, des fondamentaux solides. Et pour ça, c'est effectivement une démarche progressive. Et quand on regarde un petit peu derrière nous sur ces 2 ans, un peu moins de 2 ans aujourd'hui, de mise en œuvre de ces actions, eh bien, les choses évoluent malgré tout assez vite et permettent effectivement d'engager ces actions. On le voit cette année, les campagnes des projets sportifs fédéraux qui ont été lancées il y a quelques jours, commencent à être bien mieux identifiées, bien mieux connues des clubs. Elles doivent s'inscrire en complémentarité avec le fonds territorial de solidarité qui existe dans les territoires. Elles doivent également s'inscrire en complémentarité avec les politiques emploi qui sont financées non pas en lien avec les fédés, mais plutôt sous un pilotage territorial. Donc il y a effectivement tous ces enjeux à croiser les attentes avec les dispositifs, les leviers de financement et ensuite effectivement essayer d'accompagner les bons acteurs là où il y a les besoins réels. Et ça rejoint d'ailleurs les questions qu'il y avait sur la question des territoires. L'ADN de l'agence est proche bien sûr de celle de l'État en tant qu'opérateur d'État. Et notre action est majoritairement tournée vers les territoires prioritaires, ZRR et QPV, bien entendu. Et donc, la grande majorité de nos dispositifs passe au crible, effectivement, de ces orientations prioritaires. Et peut-être juste un dernier mot, puisque, effectivement, on a souhaité, et d'ailleurs sous l'impulsion très forte au plus haut niveau du gouvernement, du président de la République, engager un fonds de compensation sur les pertes de licence dès 2021. Donc on a engagé ce fonds dès à présent à hauteur de 10 millions d'euros. Et effectivement, en mettant en avant un critère principal qui est celui de la perte financière liée aux licences entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020. On l'a d'ailleurs présenté à près d'une centaine de fédérations il y a quelques jours avec la ministre. Et on va pouvoir effectivement déployer les niveaux de dotation pour les fédérations qui effectivement ont subi une baisse une perte entre guillemets sur ces pertes de licences estimée à près de 32 millions d'euros à l'échelle des 90 fédérations qui ont répondu à l'enquête du CNOSF pour une baisse de charge seulement de 15 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il reste un différentiel important pour lequel les orientations notamment du gouvernement vont pouvoir répondre en partie à la problématique et au delta financier qu'ils rencontrent dans les budgets fédéraux. Voilà. Donc on est sur ce chemin-là pour effectivement le déployer et le mettre en œuvre très prochainement. Merci beaucoup Frédéric. Virgile, juste avant de te donner la parole, 30 secondes donc pour vous dire ou vous redire si vous ne l'avez pas vu que nous avons lancé un sondage auquel nous vous proposons de répondre et qu'il nous reste un quart d'heure. Donc je laisse la parole à Virgile et je poserai ensuite une dernière question à nos différents intervenants. Oui, merci Agnès. Non, très rapidement, en fait, je voulais faire une réaction et une remarque à l'intervention de Magali. Parce que je la trouve extrêmement pertinente dans sa réflexion. La première, ma réaction d'abord, c'est de dire il n'est pas question d'oublier d'où on vient. On n'est pas dans une logique de dégagiste de dire voilà, il faut absolument oublier les 60 ans de notre modèle sportif français. En revanche, incontestablement, et Frédéric le soulignait,
La société est en pleine ébullition, en pleine évolution. Ça a été encore plus révélé et accéléré par la crise qu'on vient de vivre. Donc, il n'y a pas de raison que le sport soit quelque part sur une île déserte, épargné par ces évolutions de la société. Donc, inéluctablement, il sera impacté par cette nouvelle façon, entre guillemets, de consommer, cette nouvelle façon d'avoir le choix. Et de ce point de vue-là, effectivement, il ne faut pas qu'on se considère en concurrence. C'est-à-dire que l'offre de pratique privée, marchande, n'est pas en concurrence avec l'offre de pratique associative. Elle doit être complémentaire. Et je suis convaincu, et ça existe déjà dans un certain nombre de territoires et de villes, qu'il y a des complémentarités à trouver sur les lieux de pratique, sur les formules, etc. Les associations n'ont pas le monopole du social et les entreprises n'ont pas le monopole de la rentabilité. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Et puis le deuxième point, une remarque, mais Fred aussi en a parlé, Magali se retrouve dans une fédération particulière. Elle a dit tout à l'heure que j'aimais bien les chiffres, c'est vrai. Sachez aujourd'hui que les Français déclarent pratiquer 3,5 activités en moyenne. Ça veut dire que nous ne sommes plus les sportifs d'un seul sport. Ça n'existe plus. Et en particulier chez les millennials, on considère qu'on a le choix et qu'on a le droit de faire plusieurs pratiques dans son année sans pour autant se retrouver contraint. Donc, ce qui va être important demain, c'est l'offre de pratique, la notion de marketing de l'offre, et les discours incantatoires ne suffiront plus. Ce n'est pas en disant « venez dans nos clubs » que les gens viendront. C'est par rapport à une offre, à une qualité de service, à une qualité d'accueil, etc. Donc, je pense que tous ensemble, on doit réfléchir à ça. Et n'oubliez pas que l'offre marchande et l'offre associative a le même objectif final, c'est le développement du nombre de Français qui vont avoir une activité physique et sportive régulière. Voilà ce que je voulais simplement dire en réaction. Merci Virgile. Alors j'en profite pour saluer et remercier Pierre Rabadan de nous avoir rejoints. Je vous propose du coup de prendre la parole sur une dernière question dont l'objectif est d'avoir un petit peu l'avis de chacun des participants. Selon vous, comment cette nouvelle gouvernance peut-elle être finalement un outil au service du développement et de l'attractivité d'un territoire et de ses acteurs, sachant que l'objectif de la question, c'est de pouvoir s'adresser justement à la diversité de nos intervenants aujourd'hui qui représentent chacun un des collèges. Maintenant, si vous êtes avec nous, je vous laisse répondre le premier. Oui, je suis là, merci beaucoup et toutes mes excuses d'abord pour n'arriver que maintenant. Mais malheureusement, c'était en confrontation avec le Conseil de Paris qui a démarré mardi et qui va s'achever que vendredi. Donc voilà, j'ai pas pu me connecter avant, je m'en excuse. Et j'ai pas pu écouter tous les échanges, donc je veux pas être redondant peut-être avec ce qui s'est dit, mais écoutez, la nouvelle organisation territoriale mise en place par l'Agence nationale du sport en Île-de-France, on l'attend avec impatience, j'ai envie de dire. Que la première réunion puisse avoir lieu et qu'on puisse enfin mettre en œuvre la déclinaison et les intérêts qu'elle va amener. Pour l'instant, la conférence régionale n'a pas encore eu lieu pour diverses raisons qui ne sont pas du fait de l'ANS, hein, je tiens à le dire, mais qu'on aimerait bien voilà, pouvoir voir le jour dans les meilleurs délais. Ce qui est sûr, ce que je partage avec notamment ce qu'a dit Virgile, c'est qu'il y a une complémentarité nécessaire d'abord entre le secteur public et le secteur privé, j'en suis persuadé, mais aussi entre les organisations publiques centrales et territoriales. Peut-être que cette conférence doit y participer, je pense que c'est le but, en tout cas c'est comme ça que ça m'a été présenté, et j'en suis très heureux, et qu'il y ait aussi une uniformité dans le soutien aux clubs notamment sportifs et aux structures aussi privées qui aujourd'hui reçoivent pour certains des aides d'État, mais d'autres ne le font pas pour différentes raisons, parce qu'elles ne sont pas équipées pour, elles n'ont pas la capacité ou le temps de le faire, ou elles ne connaissent pas les dispositifs, et elles s'en retournent souvent vers les collectivités territoriales sans forcément comprendre pourquoi certaines leur sont destinées ou d'autres ne le sont pas. Donc voilà, je crois que c'est
principalement, pour ne pas être trop long là-dessus, que doit amener une meilleure organisation collective et une meilleure compréhension aussi des acteurs institutionnels dans leur fonctionnement, à la fois pour les clubs et à la fois pour les structures et ce qu'on appelle le sport marchand. Moi, je voudrais juste terminer sur un point, et je m'excuse si je m'éloigne un peu de la question, mais comme Virgile l'a évoqué, je crois que globalement, dans la crise que l'on traverse, et je pense que l'ensemble des acteurs qui sont présents, j'espère, ont le même sentiment. Bien sûr, les fonctionnements sont différents, les intérêts ne sont parfois pas les mêmes, mais j'appelle de mes voeux vraiment que le mouvement sportif soit capable, dans sa diversité, de porter un message commun, et notamment auprès de l'ensemble des acteurs qui peuvent amener des financements, de la solidarité post-crise Covid. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir d'un côté parfois le monde associatif, les fédérations, le sport marchand, telle fédération, tel sport professionnel qui prend la parole successivement et qui finalement dissout un peu le poids global du sport. Et vraiment, je nous encourage tous à essayer d'avoir à chaque fois une prise de position. Bien sûr, il y a des acteurs qui sont plus en danger que d'autres en fonction des sports, qui ont perdu plus de licenciés quand c'est des sports intérieurs que c'est des sports extérieurs, que certains acteurs sont plus en difficulté que d'autres. Mais plus on parlera collectivement, plus on saura faire peser ce que représente le sport en France de manière économique aussi, pour parler très direct, et mieux on sera capable d'affirmer la nécessité de donner une place plus importante au sport dans notre pays, y compris en le finançant différemment et en trouvant de nouveaux modèles. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, et je ne veux pas être plus long, et bien sûr je suis là pour répondre à vos questions si nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de ce message et de ce témoignage, je dirais, intéressant et important pour la convergence des intérêts de toutes et tous au sein de cette nouvelle gouvernance. Le temps étant compté, je propose de laisser une dernière prise de parole à Carole Marcoux, si elle est encore avec nous, pour qu'elle puisse nous dire de quelle manière elle voit cette nouvelle gouvernance comme outil au service du développement et de l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ensuite nous conclurons. Oui, très bien, j'étais attentive et j'ai bien écouté tous les arguments, enfin les choses qui reviennent souvent par toutes et tous. Donc effectivement, notre enjeu, c'est de développer la pratique de l'activité physique et sportive par toutes et tous, en prenant en compte les mutations dont a effectivement parlé Virgile, de savoir embarquer tout le monde dans cette nouvelle dynamique. Et comme l'a mentionné Magali, il y a effectivement un gros potentiel puisqu'il y a plus de 53%. Et de trouver les complémentarités entre le secteur privé et public de façon à réinventer tous ensemble ce mouvement sportif. Notre rôle en tant qu'acteur économique et concepteur d'espaces de loisirs, c'est effectivement de concevoir des projets avec vous au plus près des utilisateurs, de créer le besoin pour que la pratique devienne indispensable dès le plus jeune âge. On le sait que si on commence très jeune, très tôt, on peut embarquer plus facilement tout au long de sa vie et continuer ses activités. Et c'est, je pense, un des peut-être là-dessus qu'il faut travailler aussi en priorité. Il faut répondre effectivement à toutes ces exigences de mutation, associer l'offre marchande et l'offre associative. Et tout ça, ça passe également par le développement des équipements de proximité, dont a parlé également Vincent Saunier, pour booster l'activité physique, puisqu'elle doit être effectivement aussi en autonomie, en accès libre pour toutes et tous, et adaptée aux usagers et aux nouvelles pratiques. On voit qu'il y a je vois en tout cas sur Lyon, au Parc Blandan, qui a été un des espaces aménagés, notamment avec des équipements sportifs de proximité. Des clubs fédéraux se sont aussi embarqués dans ces espaces, ont créé une association, notamment au niveau du volley, pour créer du lien social, se retrouver en dehors peut-être du cadre fédéral, mais en tout cas, ça a provoqué des synergies, des motivations, des liens de partage, et ça a motivé aussi des enfants qui ne connaissaient pas forcément cette activité à vouloir participer, à vouloir le faire. Je pense que ça, c'est important.
de partager ces moments. Ça fait partie effectivement du sport santé. Après, pour les clubs, je pense qu'effectivement, il y a une inquiétude au niveau des licences, c'est sûr. Il y a aussi une inquiétude sur la rentrée de septembre 2021, parce qu'ils ont un manque de visibilité, notamment par rapport aux enfants qui ont pu décrocher pendant cette année, cette crise sanitaire. Il va falloir les remotiver aussi à revenir dans un cadre fédéral ou pas, ou en activité, mais déjà de reprendre tout simplement l'activité physique et sportive. Donc, il y a un constat aujourd'hui, mais il faut penser aussi à l'avenir. C'est un peu comme le monde économique pour les entreprises. On n'a pas forcément de visibilité aussi sur 2021. Nous concernant, il y a eu notamment par rapport au baromètre de la commande publique une baisse importante au niveau du pourcentage de volume, en tout cas sur les consultations qu'il y a eu pour créer des aménagements. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut effectivement porter ensemble. Et je pense qu'on a plein d'idées, plein de synergies et on va y arriver. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Écoutez, nous arrivons au terme de cette table ronde. Avant de passer la parole à Stéphane Rivaud pour la conclure, je remercie Frédéric Sanor et l'agence de son accueil pour nous avoir permis d'organiser cette table ronde ce matin et la table ronde de cet après-midi. Rendez-vous donc à 14h pour une table ronde sur les centres de préparation aux Jeux. On espère en tout cas que cette table ronde vous aura permis de mieux appréhender à la fois le concept de nouvelle gouvernance et également son opérationnalité au travers des différents témoignages que nous avons et de ces enjeux qui sont importants aujourd'hui, notamment dans ce contexte sanitaire compliqué, dont il révèle finalement tout l'intérêt d'un travail collégial avec tous les acteurs. Donc souhaitons-lui et souhaitons-nous un bel avenir dans ce cadre-là. Stéphane, je te laisse la parole. Oui. Donc, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de leur intervention. Et moi, je retiendrai deux choses, en fait. Comme le disait Pierre Rabadan, eh bien, le mouvement sportif l'ensemble des sportifs doivent parler d'une même voix pour qu'on aille tous dans le même sens, hein, les collectivités, les associations, les fédérations, le mouvement, les entreprises. Et puis, la deuxième chose, c'est l'attente, en effet, de cette mise en place de conférences régionales sur l'Île-de-France, que l'on espère rapide, et qui devrait nous accompagner, en effet, pour maintenir le sport et surtout pour le ramener à un niveau passé d'avant Covid, ce qui ne va pas être simple. On le voit dans les collectivités, les pertes de confiance, que ce soit les adhérents dans les clubs ou nos activités en régie directe, avec des pertes fortes d'adhérents qui ne seront pas forcément en confiance à la rentrée pour reprendre. Donc la partie n'est pas gagnée, il y a encore beaucoup de chemin, mais je pense que tous ensemble, nous devrions y arriver. Donc je vous remercie pour votre participation, je remercie encore Frédéric pour son accueil, et puis cet après-midi pour ceux qui assisteront à la table ronde sur les CPJ. Et bon appétit. Merci beaucoup à tous, très bonne journée et peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup.